Donc moi je me présente, Hélène Ginès, je suis chargée de mission zone humide à l'Adréal Occitanie. Voilà, donc moi je vais vous parler effectivement des aspects réglementaires zone humide et plus largement de la séquence éviter, réduire, compenser appliquée aux zones humides. Ça marche. Alors on va commencer par la définition des zones humides. Donc la définition des zones humides est donnée par le Code de l'environnement, c'est l'article L211.1 du Code de l'environnement. Donc j'ai indiqué modifié parce qu'effectivement, l'acte de naissance des zones humides d'un point de vue définition, c'est la loi sur l'eau de 92. Donc dans le Code de l'environnement, le L211.1, on a eu une première définition des zones humides qui a été modifiée en juillet 2019 suite à la parution de la loi portant création de l'OFB, Office français biodiversité. Évidemment, on a rajouté les termes qui sont en gras ou dont. Donc, je vais vous donner la définition. Donc, on entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. Ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. En effet, on a eu une jurisprudence en 2017 un petit peu malheureuse de niveau Conseil d'État qui avait effectivement mis un petit peu le bazar pendant 2 ans, mais la situation initiale a été rétablie et c'est bien effectivement, il faut que l'un ou l'autre des deux critères parle, à savoir sol hydromorphe ou bien plante hygrophile, pour identifier, délimiter une zone humide d'un point de vue réglementaire. Une personne avait posé la question, est-ce que les gravières en eau, c'est les zones humides? Donc effectivement, là, c'est l'article R211-108 du Code de l'environnement qui nous précise que voilà, cours d'eau, plans d'eau, canaux, infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales ne sont pas des zones humides d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire tout ce qui est pièces en eau ne l'est pas, n'est pas comptabilisé dans la surface de zone humide réglementaire. Mais comme l'a déjà souligné Mathieu, si effectivement il y a une ceinture végétale autour qui, d'un point de vue végétation hygrophile, parle sur ce critère, on peut avoir de la zone humide en bordure. Alors ce poster, c'est un poster de l'OFB, alors excusez-moi la qualité, j'ai fait une capture d'écran, mais voilà, ça ne ressort pas bien. Mais effectivement, on a la notion, on réserve de plus en plus la notion de zone humide à la loi sur l'eau, l'application réglementaire, mais on a une notion plus vaste qui est la notion des milieux humides. Donc pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, je trouve que ce schéma n'est pas trop mal. Donc effectivement, on a voilà. La grosse bulle là, ces milieux humides qui est assez englobante, au sein de laquelle on peut avoir effectivement la bulle verte qui sont les zones humides en définition du L211.1 du Code de l'environnement. Et puis effectivement, lorsqu'on est dans vraiment une procédure réglementaire, loi sur l'eau, sur la déclaration d'autorisation, on applique des arrêtés, des protocoles de l'arrêté des limitations zone humide de 2008 modifié comme l'octobre 2009. Et donc là, on est vraiment dans la bulle bleue. Donc, pour retenir effectivement, les milieux humides, c'est une notion plus large qui inclut notamment les zones humides. L'enveloppe loi sur l'eau ou après application des protocoles. C'est pourquoi, par exemple, les inventaires zones humides de portée informative qui peuvent être cofinancés par l'agence de l'eau, par exemple, on vise la définition zone humide de loi sur l'eau, mais on n'a pas forcément appliqué au stricto sensu les arrêtés. Voilà, c'est pareil au niveau des documents d'urbanisme. Effectivement, on peut être dans une notion plus large de milieu humide. On n'est pas forcément obligé d'appliquer stricto sensu les arrêtés de limitation zone humide. Ça, c'est vraiment dans le cas de procédures réglementaires. Voilà. Si ce n'est pas clair, vous n'hésiterez pas à me poser des questions. Et puis il y a également marée, parce que vous le verrez, il y a une rubrique de la loi sur l'eau qui est dédiée aux zones humides, qui parle de zones humides, mais également de marée. On le verra plus tard. Alors, aspect réglementaire. Alors, en 10 minutes, c'est vrai que ça va aller vite. Top chrono. Donc, du coup, voilà, ça, c'est les principaux textes de loi qui ont alimenté un petit peu le socle juridique des zones humides. Donc, la loi sur l'eau de 92, celle-là, c'était vraiment l'acte de naissance de la définition de zone humide. Ensuite, il a fallu attendre 2005 pour avoir à nouveau des éléments réglementaires pour préciser notamment et définir, délimiter les zones humides. Donc ça, c'est par rapport aux outils application police de l'eau. C'est la loi développement des territoires ruraux de 2005. Également a été introduit avec cette loi 2005 les zonages réglementaires que sont les zones humides d'intérêt environnemental particulier et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau.
Donc ça aussi, on va passer vite. Il y a une autre diapo qui en parle. La loi Grenelle de 2009, donc là, c'est la trame verte et bleue. Donc on le verra dans une prochaine diapo, les zones humides font partie de la trame bleue. Donc ça, c'est pour faire le lien aussi avec notamment les documents d'urbanisme. La loi biodiversité dite biodiversité de 2016, là, il y a une codification, comme l'a déjà indiqué Mathieu, de la séquence éviter, réduire, compenser. Et puis la loi portant création de l'OFB de 2019, comme je vous l'ai dit précédemment, qui a permis de préciser la définition de zone humide. Voilà, donc je précise que c'est non exhaustif parce que les zones humides, comme l'a dit Mathieu, c'est très transversal, à cheval entre l'eau et la biodiversité, et il y a un certain nombre de réglementations qui pourraient être concernées, notamment évaluation d'incidence Natura 2000. Lorsqu'on a souvent les zones humides sont des milieux riches qui peuvent accueillir une biodiversité patrimoniale dont des espèces protégées, donc on peut avoir aussi le registre des espèces protégées. Mais là, voilà, je vais focaliser vraiment sur le plus direct, à savoir plutôt l'aspect, dans la séquence vers ces zones humides, l'aspect plutôt projet IOTA ICPE. Et puis, évidemment, comme l'a dit aussi Mathieu, c'est très important l'intégration le plus en amont possible des enjeux zones humides dans les documents d'urbanisme. Donc, j'ai fait aussi une petite diapo sur l'urbanisme. Donc, projet IOTA ICPE. Donc voilà, on a une rubrique de la nomenclature loi sur l'eau qui est dédiée aux zones humides, c'est la 3310, qui indique effectivement que lorsqu'on a de l'assèchement, de la mise en eau, de l'imperméabilisation ou du remblai de zones humides ou de marais, voilà, la zone asséchée ou mise en eau, si elle est supérieure ou égale à 1 hectare, on est dans un registre de demande d'autorisation. Et lorsqu'on est supérieur à 0,1 hectare, à savoir 1000 m², et inférieur à 1 hectare, on est dans des dossiers de déclaration. Donc les services instructeurs, loi sur l'eau, ce sont les collègues des DDT à l'échelle départementale. Là, effectivement, c'est les IOTA, effectivement, directement application loi sur l'eau, et également les installations classées pour l'environnement sont assujetties à la loi sur l'eau. Comme la règle zonale. Voilà, je ne reviens pas sur la compatibilité, effectivement, les projets, puisque les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec un SDAGE. Voilà, alors, document d'urbanisme, comme je vous disais, effectivement, c'est le code environnement qui nous précise que, évidemment, les zones humides sont rattachées à la trame bleue, même si on est d'accord, on est un peu à cheval entre la trame verte et bleue. Les zones humides constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois. C'est pourquoi, voilà, c'est important de pouvoir intégrer toutes les données existantes, issues des inventaires, zones humides, cofinancées agences, en préalable, etc. Les intégrer, les préciser, les compléter dans le cadre des documents d'urbanisme, et toutes les zones humides, pas forcément celles qu'on considérerait à réservoir de biodiversité particulier, parce que de fait, elles sont un petit peu déjà, par définition, des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois. Voilà, après, voilà, il y a les notions de niveau d'opposabilité, mais ça, j'y reviens pas parce que ça a déjà été dit par Mathieu. Et donc, le document d'urbanisme clé, qui est le SCOT, ça a déjà été dit par Mathieu, donc je peux passer. Là aussi, ça, je vais faire très vite, puisque là, ce sont les zonages réglementaires, en effet, introduits par la loi DTR, donc ils sont toujours d'actualité. Dans le cadre, la voie royale pour, on va dire, identifier des zonages réglementaires tels que les ZIEP et les zones stratégiques de gestion de l'eau, qui sont des zones soumises à contraintes environnementales d'un point de vue réglementaire. La voie royale, c'est un SAGE, mais une ZIEP peut être aussi faite en dehors d'un SAGE. Voilà, et là, juste, j'ai fait, par souci de détails, mais la loi dite biodiversité 2016 a enlevé, a supprimé le lien de subordination qu'il y avait entre les zones stratégiques de gestion de l'eau et la délimitation au préalable par le préfet d'une ZIEP. Voilà, je ne vais pas vous encombrer de détails avec ça. On va plus, voilà. Alors, quelques notions fortes issues de la loi développement des territoires ruraux. Effectivement, la préservation et gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. Voilà, ça c'est le L211.1 du Code de l'environnement. Il y a également dans le L211.1-1 du Code de l'environnement, effectivement, la recommandation effectivement d'être cohérent dans les diverses politiques publiques, et notamment, nous par exemple, sur le SDAGE à Dour-Garonne,
Voilà, il y a une disposition D40 qui fait écho à cet article du Code de l'environnement qui indique que voilà, les opérations défavorables aux zones humides ne doivent pas être financées avec l'argent public, sauf dossier déclaré d'utilité publique. Voilà, ça je ne vais pas rentrer en détail, c'est simplement pour illustrer que d'un point de vue réglementaire, la loi développement des territoires ruraux a vraiment apporté beaucoup pour les zones humides. Donc vous voyez un certain nombre de textes, et donc je focaliserai sur ceux qui sont en bleu, c'est-à-dire l'arrêté, il y a un arrêté interministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009, qui permet de préciser les critères de définition et délimitation des zones humides, et sa circulaire d'application du 18 janvier 2010. Donc ça c'est la Bible des services instructeurs DDT sur l'aspect loi sur l'eau, c'est-à-dire que lorsqu'on a un dossier IOTA ou ICPE soumis à déclaration autorisation de loi sur l'eau, on doit identifier, délimiter une zone humide en application de ces arrêtés circulaires, cet arrêté circulaire. Et même maintenant, effectivement, on est aussi, par souci de compatibilité aux d'âge, rentré, en plus de cette identification de limitation préalable, par une évaluation des fonctions des zones humides pour essayer effectivement d'appliquer au mieux la séquence éviter, réduire, compenser, et pouvoir être, si on est sur le registre, évidemment, il faut éviter au maximum, c'est la priorité, vérifier qu'il n'y ait pas de solution alternative moins impactante pour les zones humides, en premier, réduire au maximum ensuite, et à défaut, lorsque c'est après justification, si on bascule sur la compensation, il y a effectivement un certain nombre de principes de compensation à respecter, et notamment l'équivalence écologique et fonctionnelle. C'est pourquoi on a besoin de connaître les pertes de fonction de zone humide liées à un impact généré par le projet, et puis le gain pressenti de fonction qui serait lié à la compensation zone humide pour être dans une équivalence écologique et fonctionnelle. On ne peut pas trop... Alors voilà, donc simplement, du coup, je vais quand même parler de la séquence éviter, réduire, compenser, puisque c'est le cadre plus global. Donc là, effectivement, la séquence ERC, elle a déjà été introduite en droit français par la loi de protection de la nature de 1976. Et ce socle législatif et réglementaire initial a été renforcé par la loi biodiversité de 2016. Donc on avait déjà, avant 2016, une doctrine nationale, éviter, réduire, compenser, sur les milieux naturels, avec des lignes nationales directrices associées. Là, autant la doctrine nationale, ça fait 10 pages, autant les lignes directrices, ça fait 200 pages, mais c'est un outil technique avec des fiches techniques où on peut se retrouver par sous-thème, qui est assez bien fait. Voilà, et donc les grands principes de la séquence ERC milieu naturel, c'était concevoir un plan ou un projet de moindre impact. Rappelle que c'est à la charge de la maîtrise d'ouvrage de sa responsabilité, qu'il faut prioriser l'évitement, puis la réduction au maximum. Il y avait déjà des notions d'absence, de perte nette, voire de gain écologique. Après les principes de la compensation, des mesures, à la fois d'évitement, réduction et compensation, pérennité des mesures, faisabilité des mesures, efficacité et équivalence spatiale, à savoir avoir de l'impact qui est à proximité de la compensation, par exemple, ou des mesures qui soient à proximité du site impacté. Et puis après, on avait effectivement un certain nombre de principes de compensation déjà indiqués. L'additionnalité aux politiques publiques, effectivement, une mesure doit durer autant que l'impact. Voilà. Et effectivement, la loi biodiversité a permis de codifier. Voilà. Donc ça prend une valeur réglementaire. Donc ça a été codifié dans l'article L110.1 du Code de l'environnement. Et puis le L163.1 à L163.5 du Code de l'environnement. Donc je vais faire vite là aussi, mais voilà, il y a un rappel que le maître d'ouvrage reste seul responsable de la mise en œuvre des mesures compensatoires, de toutes les mesures, mais donc compensatoires. Donc il peut effectivement mettre en œuvre de façon directe ou indirecte, mais il reste le seul responsable. On a les principes de la compensation, donc l'obligation de résultat qui est codifiée. Ce qu'on retrouve de la doctrine, à savoir les objectifs d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, le respect de l'intégralité de la séquence ERC, donc la compensation ne se substitue pas à l'évitement et à la réduction, l'effectivité des mesures compensatoires pendant toute la durée des impacts, l'équivalence écologique, l'équivalence spatiale,
Voilà. Et voilà, le code indique bien que normalement il n'y a pas d'autorisation d'un projet en l'état si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante. Voilà, et puis simplement un certain nombre de flyers pour vous donner quelques liens intéressants, guides, notamment la méthode nationale d'évaluation des fonctions zones humides, dont parle le SDAGE, la D41 du SDAGE à Dour-Garonne. Voilà, il y a un guide récent qui est paru aussi au FB CEREMA CGEDD sur la mise en œuvre du dimensionnement de la compensation écologique, ou bien effectivement, là, les centres de ressources de l'OFB sur ERC, la rubrique ERC du site internet du ministère de la Transition écologique. Et également, plus en local, on a, entre services de l'État, Adréal DDT, OFB, on a établi des éléments de notes techniques ERC zone humide. Il y en a une sur l'ex-Midi-Pyrénées, une en cours de validation sur la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'espère que j'ai tenu les temps. Oui, on va prendre les questions. Du coup, merci Hélène pour la présentation. Oui, bonjour, Julien Delange pour l'agglomération d'Agen. Je voulais savoir, je crois qu'il y a un outil qui est en cours d'élaboration qui synthétise l'ensemble des dossiers ERC qui ont été validés et qui donne à voir une vision d'ensemble un peu des projets qui ont pu être menés pour avoir ces informations. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors je me ferai aider par les collègues de la DDT. En fait, c'est vrai que je suis passée vite, alors que c'est important. Voilà. Il y a, introduit par la loi dite de biodiversité 2016, en fait, on a un outil de géolocalisation des mesures compensatoires. Donc celui-là, il est déployé. Voilà, donc c'est alimenté par les services instructeurs sur la base de l'instruction et des données qui sont fournies par les pétitionnaires. Voilà, il y a cet outil-là. Et puis également, après, il y a les bases de données que remplissent les services instructeurs au niveau de la saisie des dossiers. Donc, Julie, rappelle-moi le nom, c'est devenu GUN, c'est ça voilà. Voilà, voilà. Donc il y a des bases de données. Après, voilà, je parle aussi sous couvert de Julienne, tu compléteras s'il faut. Voilà, le requêtage pour pouvoir justement avoir cette vision globale, que ce soit à l'échelle départementale ou régionale ou nationale ou bassin, c'est très compliqué. Voilà, ces requêtages sont un petit peu compliqués. Voilà, donc c'est pas évident d'être réactif sur le sujet. Pour compléter, effectivement, on s'est rendu compte dans le cadre de l'animation du SAGE qu'en fonction des services de l'État, ces données-là étaient plus ou moins perdues ou capitalisées. Et voilà, nous, on encourage les services de l'État, avec les moyens qu'ils ont, bien sûr, hein, de chaque département, de pouvoir renseigner ces informations. On s'est rendu compte que beaucoup de zones humides repérées dans tout ce qui était études d'impact n'étaient pas capitalisées et ne l'étaient pas forcément, même aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que nous, on essaye, dans le cadre du SAGE, de demander aux porteurs de projets de nous donner les zones humides en format SIG pour qu'on les retransmette ensuite au Forum des marées atlantiques pour capitalisation dans la base à Dour-Garonne. Je voulais juste, excusez-moi, parce qu'il y avait une question avant. Ah oui, pardon. Il y avait une question avant d'un participant sur voilà, les bureaux d'études, pas forcément par rapport à la qualité de l'étude, au rendez-vous, etc. D'où l'importance, effectivement, de pouvoir avoir la chance de disposer de données déjà existantes, issues d'inventaires locaux qui ont duré 2 ans, parfois, cofinancés par l'Agence de l'eau. Autres. Voilà, donc le SDAGE, la disposition D38 du SDAGE à Dour-Garonne dit bien intégrer ces données, compléter, préciser. Et force est de constater que l'intégration de données existantes, ça marche assez bien, mais après, compléter, préciser, c'est plus compliqué. Mais c'est très important de pouvoir avoir ces données. Merci.